sur cet ordinateur. Bonjour. Alors nous sommes en direct avec Alessio Arena, qui est secrétaire général du Fronte Popolare, une organisation marxiste-léniniste en Italie. Il nous parle en direct dans la banlieue de Milan. Et on a beaucoup de plaisir non seulement à converser avec lui parce qu'on le connaît depuis très longtemps, et non seulement parce que son français est très bon, mais aussi parce que nous avons beaucoup d'affinités, puisqu'il continue la ligne patriotique internationaliste, hein, parce que les deux, bien sûr, l'internationalisme, c'est le fait de mettre en commun les nations. Cette ligne du PCI, et qui était aussi celle du PCF jusqu'à sa mutation. Et donc, beaucoup d'affinités idéologiques, et puis il y a aussi un grand plaisir à s'adresser avec lui, parce que c'est un intellectuel qui réfléchit effectivement, qui théorise aussi sa propre pratique politique. Il est notamment l'auteur d'un livre en France qui s'appelle Où vont les Italiens, qui a déjà quelques années, mais qui ne parle pas simplement que de la situation, j'allais dire, journalistique là-bas, mais qui montrait aussi toute une perspective sur l'évolution de la nation italienne depuis le Risorgimento. Et actuellement, bientôt, son premier roman va paraître en Italie en décembre, hein. Ça s'appelle La città riva al continente, et on le lira bien sûr avec grand plaisir. On attend ça bientôt. Pour le moment, bah, écoutez, au programme, on voudrait parler bien sûr de la situation italienne. La dernière fois qu'on avait eu un échange, c'était plutôt en italien, et c'était plutôt moi qui parlais de la situation française. À l'époque, c'était le premier confinement. Nous sommes au deuxième confinement. Nous avons tardé d'ailleurs à faire cet entretien en français. Et tant mieux justement, mais malheureusement, ce qui est un peu comique, c'est on se parle de confinement en confinement. J'espère qu'on sera dans une situation un petit peu meilleure. Évidemment, on pense beaucoup à l'Italie, qui a déjà été durement frappée, et visiblement là, ça continue. Donc, quelles sont les réponses apportées par le gouvernement italien à la crise? Bien sûr, comment s'organisent les camarades? Quelles voix divergentes font-ils entendre en Italie? Et j'aimerais aussi que tu nous dises deux mots, ça sera peut-être pour la fin de cet entretien, sur notre centième anniversaire commun PCF-PCI. Le PCF a été créé en décembre 1920, le Parti communiste italien en janvier 1921, donc c'est à peu près la même époque. Et j'aimerais que tu nous parles aussi de euh, pourquoi votre fidélité, enfin comment vous articulez cette fidélité à l'organisation léniniste, aux valeurs du marxisme-léninisme, et dans l'organisation du parti. Alors bon, bah, écoute, première question, donc où en est donc la situation actuellement sanitaire, et puis bien sûr économique, hein? Euh, Bonjour à toutes et tous. Merci. C'est un plaisir aussi pour moi d'être avec vous, de pouvoir bavarder un peu des situations différentes qu'on est en train de vivre, mais qui sont unies par la même situation d'urgence, quoi, la même tragédie qui est en train de nous frapper. C'est important d'avoir des moments pour avoir un échange direct des expériences, des pratiques de lutte qu'on met en place en ces moments, parce que c'est vrai que c'est pas facile en ces moments de trouver la bonne voie pour répondre d'un côté à l'urgence sanitaire, donc développer jusqu'au fond le caractère national d'avant-garde de nos organisations, et de l'autre côté répondre aussi à l'agression continuée contre les intérêts des couches populaires qui est menée par nos gouvernements. Donc, qui ne prend pas de pause par la pandémie, mais qui, au contraire, se développe dans des formes nouvelles. Donc voilà, on se trouve dans une situation d'urgence qui se répète. C'était largement prévu, d'ailleurs. Euh, Tous les épidémiologues annonçaient la deuxième vague depuis longtemps, depuis le mois de mars. On nous disait on aura une première vague, après
on aura l'été, après on aura une deuxième vague. Donc c'était tout prévu. Et par rapport à cette prévision qui était donnée, euh, on n'a pas eu des mesures correspondantes. Évidemment, il y a une série de problèmes qui se posent au niveau structurel par rapport à cette crise. Au moment du confinement de mars-avril, on a vu, bon, l'Italie a eu quelques semaines d'avance sur le reste d'Europe dans le confinement. On a vu que tout le monde paniquait. Tout le monde paniquait par le confinement de la Lombardie, notamment. Et ça nous montrait quelque chose de très important à comprendre, c'est la nature de l'organisation de la division du travail en Europe en ce moment et la composition des chaînes de production en ce moment. Donc, pourquoi tout le monde paniquait? Parce que si la Lombardie est bloquée, il y a des chaînes de production européennes qui sont bloquées également. L'approvisionnement de semi-laborés, de semi-travaillés, de produits pas terminés s'arrête. Et donc, par ça, une crise du secteur industriel se déclenche. Donc, l'enjeu en ce moment, avec le deuxième confinement, c'est de ne pas répéter ça. Et on voit, le gouvernement l'a déclaré ouvertement en Italie, on voit que toutes les stratégies sont mises en place pour éviter un deuxième confinement total. Ce qu'il faudrait faire pour bloquer évidemment la deuxième vague d'épidémie, mais qui aurait de lourdes conséquences économiques. De lourdes conséquences économiques. L'Italie a eu une récupération spectaculaire pendant l'été par rapport à la production industrielle, par rapport au PIB aussi, parce que évidemment les ordres à l'industrie italienne se sont multipliés et ça n'a pas récupéré complètement ce qu'on avait perdu en mars, avril, mai, mais quand même nous a approché à récupérer la majorité de ce qu'on avait perdu. Là, on vit une deuxième situation d'écroulement de la production industrielle, donc avec de lourdes conséquences sur le tissu économique du pays. En ce moment, les licenciements ont été bloqués, donc jusqu'au mois de janvier, pas de licenciement, personne ne va perdre son boulot, enfin, ceux qui ont un contrat à temps indéterminé, parce que ceux qui ont des contrats qui s'achèvent, après, ils ne savent pas leur futur, quel sera. On va voir après aussi pour les travailleurs à temps indéterminé, quel sera leur futur, parce qu'on voit déjà venir une vague de licenciements. Par contre, on a eu cette proposition de la part de l'Union européenne du Recovery Fund, qui est à présent bloqué par le veto de l'Hongrie et de la Pologne, mais qui bougera quand même 750 milliards. Cette proposition du Recovery Fund va aussi frapper lourdement les intérêts des couches populaires parce que avec cet argent, ce qu'ils achètent, c'est une reconfiguration des structures productives de nos pays. Donc, un bond en avant par rapport au processus d'intégration structurelle de l'Europe sous le contrôle des couches dominantes qui sont celles qui sont en train de profiter aussi de la situation de crise. Celles qui sont en train aussi de profiter de la libre circulation des capitaux que l'Europe garantit pour éviter de payer leur pourcentage de la crise. Donc, bouger les capitaux, éviter de contribuer à la récupération économique des pays et accaparer tous les profits. Ça, c'est assez typique de dynamique du capital. Donc, on a deux problèmes en ce moment. Le
Premier problème, comment proposer une idée alternative par rapport à celle de nos gouvernements de la gestion de cette crise sanitaire. Comment aussi dénoncer jusqu'à quel point le modèle ordolibéral imposé par l'Europe par rapport notamment aux services publics, donc à la santé, a affecté la capacité de nos pays de faire face à la crise sanitaire et sauver des vies. Donc, proposer des mesures immédiates et une restructuration des services publics complètement alternative par rapport à celle imposée par la logique ordolibérale. Et de l'autre côté, proposer une voie, proposer une perspective de lutte qui puisse répondre aux problèmes de l'économie, aux problèmes productifs qui se posent en ce moment du point de vue des classes laborieuses. Voilà nos deux enjeux. Franchement, je dois avouer, la gauche italienne a un peu de retard par rapport à ça. Donc, on est en train de travailler avec nos partenaires, nos camarades des autres organisations de gauche. En ce moment, il y a des différents niveaux d'unité auxquels nous participons comme organisation. Nous sommes en train de travailler pour essayer de récupérer un peu ce retard. Mais c'est quand même un enjeu très difficile et on paye aussi les conséquences, notamment de la crise de la gauche italienne par rapport à son implantation dans la société. On paye donc une incapacité fondamentale de la gauche italienne de faire bouger la situation, de mobiliser les gens par rapport à ces propositions. Donc, c'est là où il faut se concentrer aussi. Trouver des formes d'organisation, des formes de coopération des forces de gauche en Italie en ce moment, forces de la gauche de classe, de la gauche anticapitaliste évidemment, pour essayer de trouver des moyens pour faire face à la situation d'urgence. Oui, alors parce que ce que je comprends bien sur cette volonté de donner une réponse de gauche, de classe très cohérente, la situation ressemble beaucoup à celle de la France, où, si je puis dire, ce qui a lieu, nous sommes pris en tenaille entre deux discours, le discours officiel du pouvoir et les mesures qu'il prend extrêmement restrictives. Et en face, nous avons surtout un discours complotiste libertarien qui vise à critiquer ce qui est évident, c'est aussi des empiètements sur nos libertés publiques, ça on sera tous d'accord, mais ils critiquent la main droite de l'État, mais ils oublient de défendre sa main gauche. Ils oublient de défendre que, ils vont parfois jusqu'à nier la gravité de l'épidémie pour montrer que le gouvernement s'en sert pour restreindre nos libertés publiques. Sur la restriction, on sera d'accord, mais en niant la gravité de l'épidémie, ils oublient de montrer que le gouvernement a des responsabilités très lourdes dans la dégradation de la situation et le fait qu'il n'y a pas du tout fait face. Donc on ne donne pas une réponse de gauche de défense des services publics, de défense de la main gauche de l'État, même si on sera d'accord pour critiquer sa main droite. Et parce qu'en fait, je crois, et pour revenir, c'est pas du tout pour m'étendre sur la France, mais ce qui est depuis août 2019, vous avez une coalition du mouvement 5 étoiles et du Parti démocrate qui gouverne l'Italie. C'est une coalition donc de centre-gauche, mais comme tu dis, de gauche non anticapitaliste. Hein. Effectivement, ce sont eux qui ont les commandes et, et le président du Conseil Conte, vu de France, jouit d'une assez forte popularité. Néanmoins, on commence à comprendre que ça se dégrade. Et sans doute y a-t-il un espace pour cette gauche de combat, cette gauche anticapitaliste, voire pour les forces marxistes-léninistes en son sein, sans doute au sein d'un front. Il y a sans doute un espace. Est-ce que tu vois à peu près les choses comme ça? Oui, avant tout, il faut souligner ce que tu disais par rapport
à cette mouvance de droite euh, qui critique, euh, qui attaque la limitation des libertés civiles par rapport euh, aux mesures pour faire face à l'épidémie. Il faut y voir, je pense, une stratégie. Il y a une stratégie qui se reproduit un peu partout et qu'on peut quelque part faire remonter à l'administration américaine. Donc, à la droite, à l'extrême droite religieuse aux États-Unis. Trumpienne, en C'est fait. un peu... Hein? C'est trumpienne, c'est une stratégie Oui, trumpienne. tout à fait, tout à fait. Et on voit que les partis qui sont directement liés à la fondation de Steve Bannon en Europe, donc les partis que partout en Europe se mobilisent pour soutenir la stratégie de l'extrême droite, de l'alt-right américaine, sont mobilisés sur cette perspective. Évidemment, avec la deuxième vague, ils sont en train un peu de changer de discours pour attaquer les différents gouvernements, mais ils ont quand même passé l'été en refusant de porter des masques, en participant à des conférences ou à des manifestations où on niait la pandémie, à diffuser de la confusion sur ce point en s'appuyant notamment sur le sentiment, je dirais, au niveau général, individualiste, qui est propre de nos sociétés, des sociétés occidentales, qui a aussi un côté progressiste, parce que c'est pas complètement réactionnaire de défendre les libertés individuelles, Oui, non, évidemment. par exemple, il est vrai, Mais pour que tout le monde comprenne, il est vrai que chez nous, le gouvernement Macron profite de cette situation pour vraiment empiéter sur le droit à manifester. Et là, en ce moment, ils viennent de nous passer une loi de sécurité globale où on n'aurait plus le droit de diffuser des images de la police en train de réprimer des manifestants, c'est avec ça, tout ce que ça implique de pression sur les journalistes, hein, parce qu'il y a déjà, depuis les Gilets jaunes, depuis 2 ans, nous avons 200 journalistes qui ont été soit arrêtés, soit mis en garde à vue, soit qui ont vu leur matériel de film cassé. Bon, tout ce contexte de répression existe, mais il est vrai qu'en plus, cette droite d'inspiration trumpienne, certainement ce à quoi elle aspire, c'est beaucoup plus à un régime de poigne qui là, restreindra nos libertés complètement. Mais c'est ça. je pense que maintenant, on commence à comprendre ce que pourrait être une véritable réponse de gauche aussi, qui défendent, il ne prend quand même bien sûr que cette pandémie n'est pas la peste noire, hein, on est bien d'accord. Il y a des choses aussi qui semblent peut-être excessives hein, sur cette question du traitement des masses, par exemple, imposés aux enfants, ou des choses comme ça. Il n'y a pas de réponse dogmatique, mais en même temps, tout est Tout critiquable. à Hein. Il y a fait. un bilan à faire entre l'économique et le sanitaire, hein, de toute façon, parce que, évidemment, si on décrit l'économique juste au bout, on aura une crise sanitaire encore plus grave après, enfin, une crise globale, hein, ça, on sera tous d'accord. Mais C'est simplement, il faut absolument ça. nier la réalité de la crise amène à des choses terribles. Est-ce que justement en Italie, depuis que Salvini est sorti de cette alliance avec le mouvement 5 étoiles, est-ce qu'il porte un peu cette perspective trumpienne justement? Est-ce que ça se Mais présente un petit peu oui, comme ça? justement, oui. Mm. Voilà, bah, Bah, c'est en un peu fait, logique en fait. oui, oui, en fait, il y a aussi une concurrence à droite en ce moment parce que Salvini il est plutôt en crise. Euh, la Ligue reste toujours le premier parti, mais on voit à l'intérieur de la Ligue une tendance à se réconcilier avec l'Europe, qui met en cause aussi la direction Salvini. Donc, il y a eu des dirigeants de première ligne de la Ligue qui ont déclaré publiquement il faut entrer au Parti populaire européen, il faut arrêter avec les bêtises sur l'Europe. Ouais, en même En temps, gros, excuse-moi de t'interrompre, mais Salvini oui, a fait croire qu'il allait sortir de l'Europe, il n'a strictement rien fait, ou oui même de non, mais l'euro. ça c'était ridicule parce que franchement, il faut comprendre que la mouvance trumpienne, elle ne veut pas détruire l'Europe en tant que marché unique. Ce qu'ils veulent détruire, c'est la possibilité d'une direction politique de l'Europe. Donc, d'une scission à l'intérieur du bloc occidental.
ce qui fait partie aussi de la stratégie du Parti démocrate, mais par, par une voie différente. Du Donc, Parti démocrate italien, hein, le Parti démocrate américain. américain, d'accord, oui, pardon, oui. Oui, Ok. oui. On a bien vu quand même que Obama, il avait eu du succès au moment où il essayait de bon, briser l'axe franco-allemand. Il avait quand même eu des moments de succès par rapport à la Libye, par exemple. Donc, Salvini, il n'a jamais voulu nous amener à la sortie de l'Europe. Il voulait tout juste servir les intérêts de ceux qui l'ont soutenu au moment de sa percée à moitié des années 2010. Il voulait bon, mettre en cause la direction politique de l'Europe. C'était que ça, Oui, franchement. tout à fait. Et en fait, aussi, cette mouvance qui nie la gravité de la pandémie par la droite et qui remonte à la droite religieuse américaine a le même objectif. En fait, c'est de mettre en cause la direction européiste qu'on a ou pro-européenne qu'on a dans nos différents pays. Donc, au moment où la crise de gouvernement s'est déclenchée en août 2019, entre les mouvements 5 étoiles et la Ligue du Nord, on le voyait très clair d'ici. C'était une crise sur l'Europe. C'était une crise sur la, euh, la, la position, le positionnement que le gouvernement devait avoir par rapport à l'Europe. On allait indiquer le commissaire européen, donc la Ligue, qui avait été le premier parti au moment des élections européennes, réclamait le commissaire européen pour elle. Évidemment, la présidence de la République, la Commission européenne, l'Allemagne, la France ne voulaient rien savoir d'un commissaire de la Ligue à l'intérieur de la Commission européenne. Et donc, au mois de juillet l'année passée, on avait bien vu que la tension augmentait entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles sur le problème de l'Europe. Le mouvement 5 étoiles venait d'ailleurs de voter Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne, alors que la Ligue elle a voté contre. Donc c'était très clair en ce moment. C'était une crise sur l'Europe. En ce moment, Romano Prodi, que tout le monde connaît, a sorti la proposition d'une coalition Ursula. Oui, carrément. C'était une coalition pour soutenir un nouveau gouvernement formé par les partis qui avaient voté pour von der Leyen au Parlement européen. Donc le Parti démocrate, le mouvement 5 étoiles, la soi-disant gauche qu'on a au Parlement, c'est Liberi Uguali, et le parti Berlusconi, Forza Italia, qui a voté lui aussi von der Leyen au Parlement. Et Si je peux me permettre, c'est à mourir de rire quand on voit à quel point ça avait suscité un enthousiasme de certains souverainistes peu clairs sur les questions idéologiques en France, sur la possibilité d'une sorte d'union gauche-droite contre l'Europe. Parce qu'on parle quand même d'une certaine extrême droite qui, comme le FN chez nous, n'a aucune intention de sortir de l'Europe. Et on parle aussi d'une gauche, enfin une nouvelle gauche soi-disant prête à tout casser et qui va carrément adouber Madame von der Leyen. D'ailleurs, ce que j'ai compris, c'est que ce mouvement 5 étoiles qui a maintenant un peu plus de 10 ans, c'est devenu un gouvernement de notables, en fait. Hein. Ce sont des gens qui se sont oui, complètement en fait, reposés hein, dans le... Dans, bah, si tu veux, Conte, typiquement, c'est le perfil du politicien européen. C'est un technocrate qui vient de la fac, qui, qui a des c'est un positions. avocat, il était avocat, d'après ce que j'ai Oui, un compris. avocat. Un Mm. avocat. Euh, avant de, son, de son entrée sur la scène politique, il collaborait déjà à des niveaux assez hauts côté technocratique dans la gestion des, bon, du développement, par exemple, des propositions juridiques, etc. Donc, c'est un technocrate.
c'est un technocrate. C'est le modèle du technocrate européen côté sociétal très progressiste, parce que favorable à toutes les libertés civiles. Enfin, d'ailleurs, on a écouté Ursula von der Leyen sur ça au moment de son discours sur l'état de l'Union. Elle a dit je rêve d'une Europe où tout le monde puisse aimer ce qui veut, ou être libre de bouger comme il veut, Oui, ou oui. d'échanger. Mais on sera tous d'accord là-dessus, mais simplement, ça ne coûte pas un sou au capital. Hein. C'est pas, Oui, c'est la côté seule. Si c'est sociétal, une manière d'être de gauche, c'est un peu facile, quoi. C'est un peu mais c'est le simpliste, hein, discours même si on officiel a. de l'Union européenne, du Oui, oui, bien parti sûr, oui, c'est unique sûr. européen qu'on a. Et en fait, en ces moments, ce Libéral qui bouge, libertaire, hein, si on peut, si pour que tout c'est le monde ça. comprenne. Hein, voilà. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer en Italie côté restructuration de notre scène politique, c'est de standardiser la scène politique italienne par rapport à ce consensus européen, à ce discours sociétal européen qui s'impose et qui peut compter en Europe sur 4 partis européens qui sont les mêmes partis, en fait, les Verts, les socialistes, les, les, les démocrates chrétiens et les libéraux. Donc, en Italie, le problème par rapport à ça, c'est que notre scène politique n'est pas standardisée parce que la scène à droite est occupée par la Ligue du Nord qui répond en ce moment directement à la droite, à l'alt-right, à la droite religieuse américaine. Oui. On a aussi une difficulté à gauche parce qu'on n'a pas un parti qui puisse correspondre au Parti des Verts dans la scène italienne. On a bien sûr la social-démocratie libérale libertaire, c'est le Parti démocrate. Et après, on a une scène libérale qui est divisée, et qui est divisée notamment par rapport à la colocation face au gouvernement. Il y en a qui sont dans la majorité du gouvernement, il y en a qui sont hors de la majorité du gouvernement, notamment Renzi à l'intérieur de la majorité et Berlusconi en dehors de la majorité. Donc, en ce moment, on voit que la situation italienne bouge par rapport à ce projet de standardiser notre scène politique par rapport à la direction européenne. Et donc, tu disais justement, Conte a un bon niveau de popularité en ce moment, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a un discours qui est en train de s'affirmer avec la deuxième vague de pandémie qui vise à réduire cette popularité. Et le cible, c'est le mouvement 5 étoiles en ce moment, parce que le mouvement 5 étoiles, c'est un parti libéral libertaire aussi, qui a exprimé son positionnement favorable à l'Union européenne de façon très claire, mais quand même qui bloque cette standardisation de la politique italienne par rapport à l'Europe et qui occupe un espace qui doit être occupé par ce processus de standardisation. Et aussi, c'est en partie qui met en cause des secteurs qui incluent dans ces rangs des secteurs qui doivent être exclus par rapport au processus de standardisation. Donc, l'enjeu à ces moments, c'est de accélérer la crise du mouvement 5 étoiles qui est très visible et pour débloquer quelque part des solutions d'unification du secteur libéral de la scène politique, faire accélérer la construction d'un parti qui puisse être membre du Parti des Verts au niveau européen et aussi aider la Ligue du Nord, enfin la Ligue, dans sa transition vers les positions du Parti populaire européen. Cette transition prônée surtout en ce moment par le blocus vénitien de la Ligue du Nord qui vient de triompher au moment des élections régionales de septembre. Donc, ils ont eu
dans la région de Venise, ils ont eu 78% de voix. Et, et donc voilà, c'est ça l'enjeu en ce moment. Je pense que le gouvernement ne va pas tomber. Je pense que la majorité va résister au moins jusqu'à l'élection du président de la République parce qu'il faut comprendre que la présidence de la République en Italie, bon, le système italien, ça ressemble un peu au système de la 4e République française, quelque part. Donc, la présidence de la République euh, est Un rôle plus symbolique, un élément de garantie par rapport aux perspectives stratégiques du pays. Euh, le président de la République est élu par le Parlement plus les représentants des régions. Et donc, avec ce Parlement, ils vont pouvoir élire un président de la République qui soit pro-européen comme celui qu'on a à présent, Mattarella. Et après, bon, quelque chose pourrait bouger, mais on voit un processus de standardisation par rapport à l'Union européenne. Donc, ça correspond à une dynamique continentale et aussi à une dynamique à l'intérieur du bloc atlantique qu'il faut quand même analyser. J'éprouve peut-être le besoin pour des auditeurs français de résumer les choses vraiment à gros traits, mais ce que tu décris là, c'est il faut être clair, les anciens du Parti démocrate, ce sont les anciens du Parti communiste italien devenus révisionnistes et sociodémocrates, voire sociolibéraux, hein, et qui se sont alliés avec l'ancienne démocratie chrétienne, alors que tout l'après-guerre italien est marqué par une opposition entre le Parti communiste d'un côté et la démocratie chrétienne de l'autre. Tous ces gens-là et tous leurs pseudopodes et tous les différents partis, comme tu dis, parfois ce sont les mêmes, se sont alliés dans un espèce de grand groupe, dans une sorte de parti unique, avec comme seule opposition une opposition caricaturale trumpienne qui malheureusement a du vent dans les voiles en ce moment. Mais alors effectivement, ce à quoi on pense effectivement en France, parce que là, de ce point de vue-là, la France et l'Italie avaient une histoire assez semblable. C'était des pays où les partis communistes étaient en Occident étaient très forts, très forts. Et aujourd'hui, on vit un certain recul de l'idée communiste en France, même si effectivement, il y a toujours une capacité d'organisation, à s'organiser, à retrouver un poids, notamment avec avec la question syndicale aussi. Euh, Comment est-ce que tu peux justement, tu vois cet espace qui se dégage et comme tu dis, il y a une gauche qui commence à être de plus en plus démonétisée dans votre pays. Comment donc les communistes italiens arrivent à s'organiser pour quelles sont les perspectives, disons? Si tu veux, c'est un problème ouvert, toujours. On est en train de travailler sur ça. En juillet, notre organisation a signé un accord, un pacte de travail commun avec le Parti communiste italien, celui qui a été fondé en 2016. Donc, on est en train de travailler pour l'unité des communistes. On est en train de travailler aussi pour placer cette unité des communistes, ce projet d'unité des communistes dans le contexte d'une large unité de la gauche classiste, anticapitaliste. Donc, on a une coordination nationale de la gauche d'opposition. On a des campagnes communes de toute la gauche, notamment pour la santé. Donc, on est en train de travailler pour essayer de trouver une réponse à ça. Mais franchement, on ne l'a pas trouvé pour l'instant. Et il faut dire que ça nous ramène à la réflexion sur comment la société italienne est en train d'évoluer. Et c'est peut-être intéressant pour le public français de réfléchir sur ça parce que l'Italie anticipe quelque part un processus qui est en train de se développer en France aussi. Le PRCF parle souvent de dissolution de la nation et justement, c'est un processus
qu'en France est en train de se développer. On a vu les accords avec l'Allemagne pour les régions européennes, euh, tous ces genres de projets d'intégration dans le cadre de l'Union européenne. Mais c'est vrai aussi que la France a une histoire nationale comme société unifiée, disons, beaucoup plus longue par rapport Mais à de ce point de l'Italie. vue-là, c'est encore plus dangereux pour l'Italie, dont le processus de Voilà, formation nationale est plus récent. Oui. voilà, justement, on voit ça. On voit une décomposition de la société italienne qui est très avancée et le problème structurel euh, qu'il faut analyser et auquel il faut trouver une solution en ce moment, c'est comment bâtir un mouvement national dans des conditions comme celles qu'on a à présent, alors que dans le contexte du marché unique européen et dans le contexte des chaînes de production européennes, on a des différents secteurs du pays, des différentes régions du pays qui vivent des conditions matérielles complètement différentes et qui sont relationnées avec le marché unique européen. Donc, on a le nord de l'Union, le nord de l'Italie qui est lié aux chaînes productives du centre de l'Europe, La avec, fameuse banane bleue, en bon, fait, hein, qui va de Milan jusqu'à Amsterdam, en fait. Hein, là. voilà, voilà, c'est Et ça. qui a été Donc, toujours on a un aussi, poumon économique, d'ailleurs, depuis le Moyen Âge. Hein. Enfin, c'est la même. c'est ça, c'est Puisque ça. c'est l'Italie et les Pays-Bas qui ont inventé le capitalisme. Hein. Donc, C'est ça. Et on voit aussi une restructuration du Nord par rapport à ça. Donc, la crise, par exemple, du Piémont, la crise de Turin comme ville ouvrière. oui, Turin c'était la est en Fiat, train de, hein, bien sûr. C'était. oui, Turin est en train de perdre complètement sa place dans l'organisation interne du travail en Italie, parce que l'organisation du travail agit désormais au niveau européen et elle est en train de se transformer en périphérie de Milan, avec Milan qui est l'élément de connexion du nord de l'Italie aux chaînes productives, mais aussi financières de l'Europe centrale. Et après, on a les centres et les suds, surtout les suds, qui se transforment pour la deuxième fois dans son histoire en source de main-d'œuvre pas chère. Donc, Avec une avec un taux immigration intérieure d'émigration qui, terrible. C'est ça, comme l'Italie en a connu oui, pendant longtemps. Oui. qui est un élément, Avec un racisme inhérent, en fait, hein, parce que oui, tout à le fait. racisme que beaucoup de réactionnaires français éprouvaient vis-à-vis des peuples anciennement colonisés, en Italie, ça se joue entre Italiens du Nord et Italiens du Sud, hein, malheureusement. Mais justement, la différence par rapport au passé, dans le passé, on peut parler des années 40, 50, 60, on avait une émigration massive des Italiens du sud vers le nord. On avait aussi une émigration massive vers la Belgique ou vers la Aux France ou États-Unis, vers oui, l'Allemagne, mais pour se concentrer sur l'Europe. Argentine. Mais il y avait aussi une condition des émigrants italiens euh, à, dans le reste d'Europe qui était un peu commune. Un peu commune. Donc, il y avait une émigration du nord vers l'Europe, il y avait une émigration surtout du nord-est vers l'Europe, Oui. on avait aussi une émigration du sud, et après les Italiens, ils étaient des Italiens, l'extérieur. Et c'était de la main-d'œuvre pour l'industrie ou pour les mines. Euh, Là, le phénomène est complètement différent parce que l'identité nationale est complètement effacée. Euh, L'idéologie dominante euh, pousse les Italiens qui migrent vers l'Europe à se considérer européens quelque part. Donc, il y a aussi un effacement de la solidarité nationale entre les émigrants. Et par contre, l'identité productive du Sud est mise en cause pour la deuxième fois dans l'histoire de ce part de notre pays, mais cette fois par rapport à l'Europe et non plus par rapport
à la division interne du travail en Italie. Italienne, mais Donc, pour donc les Européens. la question qu'on se pose, c'est comment bâtir un mouvement national dans cette condition. Ouais, C'est pas facile du tout. ah oui, et c'est vrai que tu parlais du nord-est de l'Italie, qui était vraiment la base électorale de la Ligue du Nord, quand elle s'appelait Ligue du Nord, et qu'elle était sécessionniste, en fait, hein. Mais en même temps, il y a eu un changement, au moins de ce point de vue-là. Peut-être que le sécessionnisme semble avoir, sécessionnisme de riches, enfin de nouveaux riches plutôt, hein, mais comment tu expliques ça, le fait que ce sécessionnisme ait disparu dans un parti d'apparence nationale? Je dis bien d'apparence, parce que cette extrême droite, souvent, évidemment, divise tellement la société en classes entre privilégiés et les autres, hein, ou même notamment les immigrés, qu'elle détruit la nation en soi. Mais pourquoi une telle évolution? En même temps, comme tu le pointes, ces difficultés régionales ont l'air plus que jamais d'apparaître. Par exemple, même en France, on a eu l'écho d'une situation sanitaire épouvantable à Naples, où les gens meurent dans les toilettes des hôpitaux, sont soignés dans leur voiture. Alors, peut-être que c'est l'aspect le plus, j'allais dire, le pittoresque, quoi, ou plutôt, je veux dire, le plus effrayant, le plus caricatural. Mais il semble quand même que ces divergences nationales ne font que croître, hein. Et comment serait-il autrement avec le libéralisme qui s'impose? Justement, le régionalisme n'a pas disparu au sein de la Ligue. Au contraire, c'est l'enjeu du moment. Parce que en ce moment, on a la direction Salvini de la Ligue. Donc, on a dit une direction qui répond directement à l'alt-right américaine, proche de Bannon, etc. Et c'est cette direction qui a essayé de transformer la Ligue en parti national euh, avec l'adoption d'un discours proche de celui du Rassemblement national en France, par exemple. Mm. Mais c'était l'échec, en fait, parce que la fin de la percée verticale de la Ligue du Nord, on a vu que ce discours est entré en crise à l'intérieur de la Ligue, surtout par rapport aux difficultés de la Ligue de se renforcer au sud et se structurer au sud. Et aussi, on a eu la percée d'un autre parti, c'est Fratelli d'Italia, c'est l'ancien mouvement social italien, donc le parti héritier du parti fasciste, qui est en train d'attirer sur lui tous les soutiens de l'alt-right américaine et donc de devenir lui le protagoniste de cette opposition trumpienne à l'européisme en Italie. Donc, à l'intérieur de la Ligue, le secteur vieille Ligue, le secteur régionaliste, a repris du pouvoir. Et le résultat des élections régionales de septembre ont renforcé beaucoup ce secteur. Donc, le 78% À de Venise, la hein, Ligue dans dans le la Veneto. région de Venise, enfin, pas de la Ligue, là aussi il y avait un enjeu parce que la Ligue comme parti a eu moins de moitié des votes que la liste du candidat président qui a eu 44% dans la région. Et le candidat président, c'est l'un des points de référence de cette mouvance régionaliste, vieille Ligue, qui est aussi la mouvance européiste. Il faut le comprendre. Donc, si la Ligue bascule dans le camp des pro-européens, ça sera par la victoire du côté régionaliste. Et ça correspond parfaitement au processus structurel dont on parlait avant. Oui, c'est ça, Et de c'est régionalisation déclaré de l'Europe par... et de destruction des États-nations et des Voilà, garanties qu'ils offraient de relative protection sociale, qui est protection de certaines conquêtes sociales des travailleurs en Europe. Oui, tout à fait. voilà. Et c'est justement ce qu'il déclare ouvertement. Arrêter de bêtises, euh, pas de confrontation avec l'Europe, entrer au Parti populaire européen et adopter un discours autonomiste par rapport aux régions, c'est-à-dire de scission de la nation, mais dans le cadre du marché européen, pour garantir
Oui, le profit des entreprises qui composent la base sociale de la Ligue régionaliste. Donc, si cette mouvance à l'intérieur de la Ligue gagne, on peut prévoir qu'on aura une ligue qui se transforme en parti démocrate chrétien un peu plus raciste que d'habitude et un peu plus autonomiste, voire scissionniste par rapport à la nation que d'habitude, dans le cadre de la standardisation de la scène politique italienne dans le contexte européen. oui, c'est ça. Mais en tout cas, on comprend bien justement à quel point ce discours patriotique à droite est, comment dire, une feuille de vigne, hein, pour cacher en fait une intégration économique, hein, dans l'ensemble européen. Et sans doute, c'est à gauche que à la fois la défense de la souveraineté nationale et puis de la lutte ouvrière peuvent être menées et sont intimement liées en fait, hein, simplement, là où, de ce point de vue-là, on vous souhaite bonne chance pour pouvoir porter cette cohérence, hein, ce discours est extrêmement cohérent et on vous souhaite bonne chance pour pouvoir le porter à gauche. Euh, Votre atout, certainement, c'est l'organisation, parce que la classe ouvrière n'a plus de force son organisation, hein, comme disait Lénine. Et justement, on en vient au contexte du centième anniversaire de nos deux partis, en fait, de nos partis respectifs, hein, vis-à-vis desquels on a, enfin, en tout cas, de l'évolution desquels on a bien sûr des critiques, hein, dans la phase terminale pour vous et dans la phase terminante pour nous. Néanmoins, effectivement, ce sont deux partis qui ont été longtemps fondés et développés sur des bases léninistes. D'ailleurs, au moment où à ce moment-là, ça marchait évidemment très bien, et puis ça défendait les droits des travailleurs dans notre pays. D'ailleurs, une phrase qui nous plaît bien au PRCF, c'est que un des dirigeants non pas du MEDEF, ça s'appelait le CNPF, en tout cas le syndicat patronal, disait au début des années 80, on ne fait pas la même politique avec un parti communiste à 10% et 20%. À l'époque, c'était à peu près, le parti communiste était entre ces deux étiages-là. Euh, il est bien évident que maintenant que le Parti communiste en tout cas, le Parti communiste non léniniste, le Parti communiste révisionniste, euh, pour ne pas dire plus, se présente, maintenant il fait un score inférieur à celui du Parti animaliste. Donc, évidemment, elle s'en donne à cœur joie. Il y a nécessité, bien sûr, de reconstruire un parti communiste de combat, un parti communiste digne de ce nom, et sans doute sur des bases. Comment le faire autrement que sur des bases léninistes. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez les choses, peut-être vu d'Italie? Je pense que il y a des choses qui nous sonnent évidemment communes, mais peut-être par rapport à votre histoire propre, et comment est-ce que vous voyez cet anniversaire, comment d'ailleurs dans ces conditions vous allez le fêter, voilà. Et peut-être on terminera malheureusement là, mais je voulais insister après auprès de nos auditeurs qu'on devrait multiplier ce genre d'échange parce que c'est absolument crucial. Puis en plus, la proximité quand même entre nos deux pays, hein, c'est extrêmement éclairant justement. Tout à fait, il faut multiplier les échanges et les interactions aussi dans nos activités politiques, justement parce que le cadre, c'est celui qu'on disait avant, et donc on doit faire face à une agression commune, donc il faut avoir une stratégie commune, forcément. Et par rapport à l'anniversaire du PCI, pour nous, c'est un peu spécial parce que cette année, on a le centième anniversaire de la fondation du PCI, aussi le 30e anniversaire de sa dissolution. C'est spécial. Oui. En fait, le Parti communiste italien a fêté son 70e anniversaire avec sa Ah, dissolution. sa dissolution, oui, ça. Donc, c'est une double réflexion pour nous euh, sur l'essence de la présence communiste, de la lutte pour le socialisme aussi euh, dans notre pays et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Aussi une réflexion sur l'importance de l'internationalisme qui était central en 1921, mais je dirais qu'aujourd'hui, il est vital pour avoir une proposition pour la société.
Et, et il y a aussi une réflexion sur la dissolution de, de notre parti. Donc, c'est un anniversaire très riche pour nous. En fait, si on parle d'un parti politique, on ne parle pas d'une organisation vouée à la transmission d'une culture, d'une mémoire, ça aussi évidemment, mais on parle principalement d'une organisation vouée à la lutte pour le pouvoir. C'est ça. L'essence d'exister d'un parti politique, c'est de lutter pour le pouvoir. Et si on se pose le problème par rapport au développement et à la dissolution du PCI, et il faut euh, réfléchir à propos du problème du pouvoir, notamment parce que le Parti communiste italien a été le parti communiste du monde capitaliste qui a touché plus de pouvoir. Non seulement pouvoir au sens d'accès aux administrations locales, euh, accès aussi à des relations privilégiées avec le monde socialiste en tant que parti communiste plus fort au sein du bloc atlantique, mais aussi pouvoir économique, parce qu'il y avait un monde économique qui tournait autour du Parti communiste italien et qui faisait son pouvoir dans la société. Il y avait aussi l'hégémonie au sein du mouvement syndical, il y avait aussi la capacité d'organiser la vie culturelle, sociale, associative du, du prolétariat, des couches laborieuses de notre pays. Et donc, on se pose ce problème par rapport à la stratégie de l'hégémonie, au problème de la révolution à l'Ouest. Nous, on a connu un développement important de notre parti sur cette ligne, la ligne du renforcement de la présence hégémonique dans la société, mais au bout d'un moment, on a raté la prise de pouvoir. Et depuis ce moment-là, évidemment, ce n'était pas mécanique, mais quand même, la voie vers la dissolution du parti était quelque part ouverte. Les contradictions au sein du parti de masse ont explosé. Donc, la réflexion spécifique qu'on propose de l'Italie, c'est celle-là. Comment faire face à la contradiction qui s'ouvre pour nous entre la nécessité d'agir dans la perspective de la révolution à l'Ouest, donc dans des sociétés complexes où il faut avoir une visée hégémonique, et par contre faire face aux, aux contradictions qui se déclenchent au sein du mouvement révolutionnaire, alors que cette stratégie a du succès, produit des résultats. Et comment transformer tout ça en proposition pour la prise du pouvoir, donc pour renverser les relations de pouvoir dans la société. C'est un problème qui est central en ce moment, qui se généralise quelque part, parce qu'on voit que aussi dans les pays du troisième monde, la voie pour la conquête du pouvoir devient de moins en moins directe. Le problème de l'hégémonie, le problème d'organiser la société, organiser les masses, même à côté du parti, s'impose de plus en plus. On a des relations, par exemple, avec le mouvement révolutionnaire aux Philippines. Là, on voit, c'est un exemple de mouvement révolutionnaire très puissant dans un pays du troisième monde, et on voit comment il se pose le problème d'organiser les masses, organiser les mouvements, organiser les syndicats, organiser la vie sociale. Donc, c'est un problème qui se généralise. C'est un problème qui est encore plus fort dans le contexte d'une Union européenne qui se renforce, parce qu'elle est en train de se renforcer, et qui se propose aussi comme paradigme pour la restructuration des relations au niveau international. On voit avec la stratégie des traités de libre commerce comment l'Union européenne est en train de réaliser une projection de son paradigme au niveau mondial. Donc, c'est vraiment le point central dans la reconstruction d'un mouvement révolutionnaire.
Et aussi, un autre problème qu'il faut se poser, c'est le problème d'être avant-garde. Donc, être avant-garde, ça veut dire évidemment avoir une compréhension intégrale de la situation politique et sociale, avoir une proposition pour la transformation de la société, ça veut dire aussi avoir une capacité de relation avec le reste du mouvement démocratique progressiste ou pour le socialisme. Avoir une proposition vis-à-vis de ce monde-là aussi. Comprendre les racines, comprendre les modalités de développement de ce mouvement et avoir vraiment jusqu'au fond l'attitude d'un mouvement d'avant-garde. Donc, avoir une proposition, avoir une capacité de se confronter, de discuter, de faire avancer le mouvement dans son ensemble. Écoutez, ce sont des perspectives effectivement réjouissantes et tout à fait enthousiasmantes et on vous souhaite évidemment bonne chance et surtout, je crois qu'on va vraiment multiplier ces échanges pour internationaliser notre parole et je vois les points de convergence qui ont été abordés et vraiment, je te remercie parce que c'était très clair et extrêmement éclairant sur la situation. J'allais dire, je vais éteindre l'enregistrement, hein, mais on peut continuer à discuter et puis voir après d'ailleurs la suite, hein. En tout cas, voilà, au nom du pôle de Renaissance communiste en France, hein, dont je représente la commission internationale ici, nous vous adressons un fraternel salut et salut à tous les camarades, hein. Merci et à très bientôt, chers camarades.